Salut les jeunes cyclistes dynamiques. En 2021, je n'ai pas eu la chance de remettre un dossard, mais qu'à cela ne tienne, j'ai été fouiller un petit peu dans mes archives et je me suis rendu compte qu'il y avait une course en 2019 qui méritait vraiment d'avoir sa vidéo sur la chaîne. C'est un épisode bonus de Comment j'ai perdu la course saison 1. Je vous emmène. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas, je suis cycliste amateur et sur cette chaîne, je vous donne des conseils sur l'entraînement, je vous présente du matériel et je commande des courses de l'intérieur, ce qu'on va faire aujourd'hui. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche dès qu'elle sortent, mais trêve de blabla, allez, let's go. Et nous voilà au départ de cette course qui s'est courue à Épisy le 25 août 2019. C'est un petit retour en arrière que je vous propose. Ce jour-là, il faisait chaud, il faisait beau, il y avait très peu de vent et on était parti pour environ 85 km de course. Sur le parcours, finalement, pas grand-chose à dire puisqu'il était relativement plat, il n'y avait pas de grandes difficultés, pas d'éléments ultra techniques. Deux, trois petits faux plats par-ci par-là. La particularité en revanche de cette journée, c'est qu'il faisait particulièrement chaud. Vous voyez en haut à droite, il y a écrit 38. Alors ne croyez pas sur parole cette mesure de la température, puisque en réalité j'étais resté pas mal de temps à attendre que le départ soit donné. Et du coup, le thermomètre de mon GPS était resté pas mal de temps au soleil. Il devait faire en réalité dans l'air entre 27 et 31 degrés, je pense. Ce qui était quand même pas ultra propice à la tenue d'une course cycliste. On nous a raccourci des courses pour moins que ça finalement. Moi je me souviens qu'à Houdan par exemple, une course que j'ai documentée là, comment j'ai perdu la course, on nous avait raccourci la course de peut-être 20 km alors qu'il faisait exactement la même température que ce jour-là. Bon, c'est vraiment en fonction du bon vouloir de l'organisateur. Moi je pense que typiquement, à moins qu'il fasse vraiment une température caniculaire genre 35 degrés, ça se court une course cycliste. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'ailleurs, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on court des courses cyclistes au-delà des 27-28 degrés, au-delà des 30 degrés ? Moi, je pense carrément que c'est jouable, d'autant que, typiquement, toutes les courses d'été, comme le Tour de France par exemple, sont courues par des températures parfois très élevées, presque caniculaires. Donc, je pense quand même que les réductions de distance devraient être extrêmement rares et confinées à des cas extrêmement particuliers, genre style 35-36 degrés, où là effectivement c'est compliqué de tenir une course cycliste. Après il faut dire que cette course cycliste là, elle a été courue en catégorie D1, qui est une catégorie pas cycliste, et par conséquent les coureurs dans ces catégories sont un petit peu plus vieux dans la série compétition dans laquelle je cours actuellement, 3ème catégorie. Du coup, ils sont peut-être plus sujets à la déshydratation. J'imagine que c'est aussi pour préserver les coureurs les moins jeunes du peloton, et je trouve ça naturellement légitime. C'était par ailleurs une des premières vidéos pour laquelle j'avais la chance d'utiliser deux caméras, une à l'avant, une à l'arrière. Alors la première que j'ai faite, je me souviens, je ne vous l'avais même pas montrée parce que j'avais pu filmer qu'une demi-seconde avec la caméra arrière, mais cette fois, sur cette vidéo-là, c'était vraiment une des premières où j'ai pu utiliser ces deux caméras. Et c'était assez formidable, j'étais vraiment content. Et d'ailleurs c'est dingue en y repensant, que j'ai pas voulu, ou en tout cas pu publier cette vidéo avant, ou en tout cas vous la commenter avant, parce que franchement, il y a quand même des trucs à dire, il y a quand même des trucs à voir, et le résultat est pas si mal, vous allez voir. C'est une course où il y avait eu beaucoup d'activités, je vais vous en montrer certains moments, certains instants. Là par exemple, on est au 2e kilomètre, et je vais voir bouger à ma gauche la pauvre, le coureur en vert, et je vais immédiatement essayer de prendre sa roue en me disant: écoute Nico, pourquoi pas, hein, ça peut peut-être le faire dans le premier tour, on sait jamais. Vous allez voir que sur ces premiers tours, ce premier tour même, parce que le tour faisait environ 8 à 10 km je crois, sur ce premier tour, il va y avoir un nombre de mouvements vers l'avant. Franchement, c'est comme un début de grande course où il y a juste énormément d'activités, beaucoup les mêmes coureurs qui veulent faire partie d'une échappée. Et vous allez voir par exemple que ce coureur en vert, le coureur du club d'Aubert en orange, qui n'est d'ailleurs pas un coureur mais qui est une coureur, puisqu'il s'agit de Sandrine Bidot qui court dans la DN féminine de Saint-Michel-Aubert. Tout cela vont un petit peu former les usual suspects de cette course, vous allez très vite les reconnaître. Et on va les voir pendant absolument toute la vidéo. Ils sont dans tous les coups, que ce soit Laurent Ligier en vert, Sandrine Bidot en orange. On va aussi voir du club de la Pédale Fertoise
Jérôme Pruvot et puis d'autres qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos. Enfin bref, vraiment il va y avoir une très grosse activité qui va être menée par la plupart des têtes connues qu'on a pu voir pendant la première saison de Comment j'ai perdu la course. Vous allez voir, ça va être tout proprement passionnant. Donc là, très simple comme situation, je suis tout à l'avant et j'essaie de faire partir un coup en étirant au maximum l'avant du peloton qui a déjà subi quelques attaques et qui est donc susceptible de partir en morceaux et de permettre le départ d'une échappée. Malheureusement, j'ai pas trop de support de la part du coureur qui est derrière moi. On voit qu'il passe pas de relais. Après, j'imagine que la vitesse étant ce qu'elle est, ça doit être difficile de vouloir se décaler pour passer un relais au-delà des 50 km/h. Arrivant au virage, on va vraiment se rendre compte que l'étirement du peloton dont je vous ai parlé est en train de se produire. On voit, il y a quand même un petit bout de coureur qui se détache, d'autant que le virage, lui aussi, est de nature à créer ces cassures, puisque voilà, il y a des gens qui prennent plus ou moins bien les virages, du coup ça peut éventuellement créer la différence, un petit peu comme je l'ai fait sur le coureur qui est derrière moi. Alors on voit, il y a un bel écart, un beau trou, et regardez sur la gauche, c'est justement, je vous en ai parlé, Jérôme Pruvot qui insiste. On dit qu'il insiste, c'est-à-dire que voilà, il voit qu'il y a éventuellement possibilité de créer une échappée et il en remet une couche, il réattaque pour faire en sorte que ce mouvement vers l'avant puisse produire une échappée viable. Malheureusement et malgré mes efforts pour contribuer à ce mouvement avec lui, ça ne suffira pas, puisque derrière nous, vous voyez, le trou s'est ressoudé et premier temps fort de cette course s'éteint au bout de 4 km. En tout cas, pour ce qui me concerne, je suis un petit peu cuit, 196 battements, vous le voyez en bas de l'écran à droite. Je suis un peu crevé, j'ai un peu donné ce que j'avais sur le début de la course, dans les 4 premiers kilomètres. Et je décide, ou plutôt je suis contraint par la fatigue et par un léger épuisement, de me calmer un petit peu et puis de laisser passer un petit peu le temps en attendant éventuellement une prochaine ouverture, un prochain temps fort. Et c'est pour ça que je vais laisser partir toutes les petites attaques qui vont partir en grappe, là vous allez le voir, à partir de ma gauche. Je vais laisser complètement partir tout le monde, en comptant sur le fait que ça va être le reste du peloton qui va ramener ses saillies vers l'avant. Du coup, je reste tranquille, là je laisse les jambes dépasser tranquillement en me mettant à un rythme facilement gérable sur la durée, tranquille, voilà, je laisse vraiment les gens faire en laissant tomber ma fréquence cardiaque. J'ai déjà gagné une quinzaine de pulsations, ce qui est plutôt de bon augure pour la suite. Et voilà, tout en restant à l'avant du peloton, le but c'est vraiment de pouvoir voir toujours ce qui se passe, être toujours présent en cas de mouvement. Alors ce qui est vachement cool, c'est que comme c'était une course départementale 1, il y a quand même beaucoup moins de rythme. C'est-à-dire que je peux me permettre de rester à 35 à l'heure à l'avant du peloton et personne ne vient me dégager. C'est assez tranquille quand on regarde ça d'un œil extérieur. Après, il faut dire qu'on a un petit peu secoué le cocotier juste avant, donc je pense que tout le monde a dû fatiguer du fait. Mais quand même, on avait quand même la vie un peu plus douce en départemental 1 par rapport à la 3e catégorie, comme vous avez pu le voir l'an dernier. Donc on assiste un peu à une accalmie, mais une accalmie de courte durée, vous allez voir, parce que les attaques vont continuer, toujours les mêmes à l'avant, toujours les mêmes qui veulent dynamiter la course, et naturellement, on ne laisse pas partir les gens que l'on sait forts. Par exemple, devant moi, Thibaut Baillet, de la pédale Conlavilaise, que l'on reverra naturellement dans la suite de la course. Il y a vraiment un groupe d'une dizaine de coureurs sur cette course qui ont fait le début, le milieu et la fin de la course, vous allez le voir. Le PCO n'était pas en reste non plus, puisque c'est ici Javier Santos qui mène l'attaque qui va nous emmener jusqu'au premier passage de la ligne d'arrivée. On est encore à un petit moment et vous allez voir que ça va se poursuivre jusqu'à la ligne d'arrivée. Et là on les reconnaît, là on voit, vous reconnaissez avec son maillot bleu, Florian Malessis qui a je crois remporté la victoire sur la course de Chauffry, laquelle je finis 3e en septembre 2019. C'est un petit peu le All-Star Game de Comment j'ai perdu la course saison 1. Je le dis sans prétention aucune, c'était vraiment plaisant de pouvoir courir avec toutes les têtes qu'on a vues toute l'année. Au mois d'août, en général, on commence à connaître un petit peu les gens et ça faisait vraiment plaisir de dire, voilà, lui je le connais, lui ceci, lui cela. Et c'était vraiment cool de se retrouver un petit peu entre coureurs sur cette course-là. C'est vraiment des super souvenirs et c'est aussi pour ça que je voulais les partager avec vous. Retour à la course où là on voit que l'avant du peloton est ultra étiré, bien en file indienne. C'est aussi parce que ça tire pas mal à l'avant. Et à l'arrière on voit, voilà, tout le monde est plus ou moins aligné et avance et recule au fur et à mesure des à-coups
des hommes de devant, hein. C'est pas une situation très agréable d'être dans cette position-là. D'autant que les assauts vont reprendre de plus belle vers l'avant, vous allez voir dans quelques secondes, ça va repartir. Et est-ce que vous me croiriez si je vous dis qu'on est encore dans le premier tour et que j'ai encore coupé 0 moment au montage? C'est pour vous dire à quel point ce début de course est extrêmement chargé, est extrêmement mouvementé. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai encore aujourd'hui quand je regarde cette vidéo et c'est l'impression que j'en ai eu pendant la course. Et d'ailleurs, regardez juste devant, pouf, ça s'excite, c'est une autre attaque qui part. J'ai vraiment pas la force d'aller la chercher et je vais laisser ce plaisir aux coureurs qui me suivent. Et là, je vais faire un truc très con. Je sais pas si vous avez vu, mais dans les coureurs qui ont sauté dans la roue de l'attaque précédente, il y a Mathias, qui est un coureur de mon club. Et en fait, comme un con, malgré le fait qu'il soit dans ce groupe devant, je vais rouler comme un malade à l'avant du peloton. Ce qui est en théorie pas du tout mon rôle, ce que je devrais pas faire. Parce que ça a contribué au retour du peloton duquel je fais partie sur son groupe qui était échappé. Bon, il n'y avait pas un énorme écart, mais ça a quand même contribué à ce qu'on revienne assez facilement finalement. On se retrouve sur la ligne droite donc qui nous amène à la ligne d'arrivée. Ce sera le premier passage, on est encore dans le premier tour et ça continue, hein. Les attaques continuent. Je saute dans la roue de ce coureur au maillot vert. Vraiment, je pense que tout le monde avait une énergie débordante, moi compris, et tout le monde, au-delà d'avoir une énergie débordante, avait vraiment envie de la laisser déborder et de la dépenser au maximum. Vous allez voir que c'est des choses qui se paieront plus tard dans la course, naturellement, que d'habitude. Donc là, ça y est, on arrive, vous voyez les gens autour de la route, on arrive sur le premier passage, sur la ligne d'arrivée. Le tour fait donc 7,6 km et je vais vous emmener voir un nouveau temps fort. Allez, avance rapide au 12e kilomètre, on est du coup dans le deuxième tour, c'est vraiment pas longtemps après, et c'est Mathias qui voit que ça bouge un petit peu à l'avant et qui veut participer à l'action. Je lui emboîte le pas, je prends sa roue en faisant bien gaffe à accélérer bien fort quand même, parce que c'est important qu'on ne traîne pas tout le peloton avec nous. Et derrière moi, Kylian, je vous en avais parlé tout à l'heure, c'est Jérôme Prouveau, qui va vraiment faire partie des premiers rôles sur cette course. Alors, il semble qu'on commence à avoir déjà un bon petit écart par rapport à l'avant du peloton et malheureusement on relâche un petit peu l'effort collectivement là sur cette petite partie ascendante. C'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu enfoncer un peu plus le clou, d'autant que regardons derrière, il y a vraiment, c'est super étiré, c'est plein de trous, on dirait un gruyère l'avant de ce peloton et c'est vraiment maintenant qu'il faut en remettre une. Et ça, les coureurs qui sont à l'avant, ils n'ont pas manqué, puis ils en remettent un petit coup pour essayer d'accélérer. Alors malheureusement, personne ne relaie le coureur en vert foncé. C'est un petit peu la faute de Laurent Ligier en vert clair qui roule poliment à l'économie, hein, on va dire. Parce que voilà, il ne prend même pas de relais, hein, il se laisse couler tranquille. Mais derrière, naturellement, on ne le voit pas de cet œil-là. Et c'est Thibaut Baillet qui attaque sur ma gauche. Moi direct, je lui emboîte le pas dans la roue. On a Laurent Ligier de l'ES1. Là, je suis bien calé derrière Thibaut. Et c'est là qu'il va se rendre compte qu'on a vraiment un écart et qu'on est 3. Du coup, je me mets à rouler avec lui en me disant qu'on va bien tourner à 3. Malheureusement, Laurent Ligier saute son relais. Voilà, ce qui a le don d'agacer Thibaut Baillet. Et il me reprend ma roue sans prendre de relais. Donc, charge à nous, Thibaut et à moi, de faire fonctionner ce petit coup, cette petite échappée à 3. Le problème, c'est qu'on a quand même un perturbateur qui finalement coopère pas tellement, qui reste dans la roue mais qui met pas le nez dehors. Ça va permettre à un groupe de contre de revenir sur nous, et ce qui finalement n'est pas si mal parce que faire une échappée à 3 sur 70 bornes, c'est pas forcément une situation d'avenir et on sera bien mieux à 7 ou 8 plutôt qu'à 3. Et on est effectivement rejoint par pas mal d'autres coureurs, ce qui nous permet de donner un peu plus de longévité à cette échappée. On est rejoint par un coureur de Gagny, par Jérôme Prouveau, un coureur de Lagny, un coureur de Soupe sur Loing, et un de mes coéquipiers qu'on voit tout au bout, là, qui hoche la tête, c'est Joseph Cauchy, qu'on avait pas mal vu dans les vidéos en 2019. Il est vraiment au rupteur, mais il veut absolument faire partie de cette échappée, franchement, la pêche. Donc là, on va essayer de s'organiser comme on peut. Comme Laurent Ligier laisse un trou, je manque limite de me faire lâcher. Voilà, hop, on remonte
tranquillement. Hop, 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 hop. Allez, remonte Nico. On va quand même pas se faire lâcher de l'échappée au 14e kilomètre, ce serait beaucoup trop bête. Et là, on va commencer à voir un semblant d'organisation en échappée. Regardez, hop, on voit une file montante, une file descendante qui s'organise. Voilà, c'est pas mal. En plus, comme il n'y a pas trop de vent ce jour-là, et ben on était tranquille, on n'avait pas à se poser la question d'où venait le vent, tourner par la gauche, tourner par la droite. Là, c'était tout simple. Fallait juste rouler. Rien de plus con, hein, voilà. On passe par la gauche ou par la droite, ça n'a absolument aucune incidence. Et nous voilà à nouveau à l'avant. Retour sur caméra arrière et on se rend compte que le peloton s'est un petit peu secoué les puces pour essayer de nous rattraper et que malgré nos efforts pour nous organiser et faire en sorte de faire continuer cette échappée, le peloton est revenu au contact. On arrive à la fin du deuxième tour et je vais maintenant vous emmener sur une partie un petit peu plus croustillante encore de cette course puisqu'on va faire un saut vers le 50e kilomètre alors que je me trouve dans la bonne échappée, que j'ai rejointe quelques kilomètres avant. Ce que vous allez me voir faire, c'est attaquer pour essayer de créer une nouvelle sélection et faire en sorte d'arriver un petit peu moins nombreux sur la ligne d'arrivée. Je vous parle d'attaque, et bien la voilà, pouf, attaque à peu près au 50e kilomètre. Et là, vraiment, j'ai mis pas mal de rage dans cette attaque en me disant si jamais tu arrives à te barrer soit seul ou à 2-3, tu peux peut-être garantir une bonne place, pourquoi pas un podium, pourquoi pas une victoire. Effectivement, on se retrouve à 2 avec Jérôme Pruvot, mais c'était sans compter sur un coup de malchance puisque devant nous, vous allez voir, il y a une voiture qui va débouler, ouf, hop, et qui nous oblige à freiner, à perdre 3-4 km/h. Et là, bon, bah, l'élan initial est complètement interrompu, ce qui fait que l'échappée de laquelle nous nous étions échappés nous-mêmes avec Jérôme va nous rejoindre. Voilà. Donc c'était un peu un pétard mouillé, mais qui partait bien. Hein. Ça partait bien jusqu'à ce qu'on se fasse refroidir par cette Volkswagen qui est venue pourrir notre mouvement vers l'avant. Enfin bref, je n'en veux pas à ce monsieur, mais quand même, voilà. Hein. La course a été faussée. Je m'insurge. Bon, ça n'empêche pas le rythme de rester élevé. C'est Sandrine Bidot qui en remet un coup. L'attaque derrière a été quand même assez mal encaissée par les autres coureurs de l'échappée. Je pense par exemple à Christophe Matra et Jean-Christophe Solus qui ont l'air à ce stade de la course de traîner un petit peu leur misère. Il faut le dire, ils sautent des relais et tout. Et ils ont l'air un peu fatigués. L'échappée là est en 1000 morceaux. En regardant derrière nous, là il y a vraiment beaucoup d'écart entre les coureurs. Et à ce moment-là, en fait, il aurait peut-être fallu en mettre un coup. On avait fait du dégât. Hein. Il y a 2 coureurs qui sont un peu sortis. Là, on aurait pu se retrouver à 4 si on avait collectivement donné la force qu'il fallait pour décrocher 2 coureurs de plus et essayer de jouer la victoire dans un groupe un peu plus réduit, quoi. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé et on va quand même, malgré les attaques, malgré les petits coups tordus, on va quand même essayer de se réorganiser pour maintenir notre avance par rapport au peloton. À ce moment-là de la course, on avait environ 1 minute 30 d'avance, ce qui est franchement pas mal à l'échelle d'une course de ce calibre-là. Et on aura jusqu'à, me semble-t-il, plus de 3 minutes, presque 4 minutes sur le peloton. Alors vraiment, il y a eu un gros découragement progressif du peloton à nous poursuivre et surtout on a mis toute l'énergie qu'il fallait. On avait des coureurs relativement endurants par rapport au reste du plateau, donc ça nous avait permis vraiment d'aller loin dans cette échappée. Ça ne nous empêchait pas d'avoir toujours dans un coin de la tête cette petite peur d'être remonté, ce qui faisait qu'on était tout le temps en train de cravacher. C'est vraiment ça qui fait la différence entre le niveau amateur comme celui-là en catégorie départementale et le niveau élite, voire le niveau pro, c'est qu'on a très peu d'informations sur la position du peloton lorsqu'on est en échappée. Parfois, quand on est dans le peloton, on peut avoir une idée de la distance de l'échappée parce qu'il y a des gens sur le bord de la route qui nous la donnent. Mais quand on est dans l'échappée, c'est difficile de savoir la distance par rapport au peloton parce qu'il faudrait que les gens puissent te donner les écarts, mais au tour précédent. Donc les écarts du tour précédent, en fait, ils veulent plus dire grand-chose au tour d'après. Et c'est pour ça que quand on est en échappée, en général, on ne sait pas trop quoi faire d'autre que rouler comme des fous. Enfin, juste rouler jusqu'à ce que mort s'en suive. Parce qu'on n'a pas vraiment l'information qui nous permettrait de savoir s'il serait opportun ou intelligent de temporiser.
Allez, avance rapide vers le dernier tour de la course. On passe une dernière fois sur la ligne d'arrivée. C'est la cloche, hein, c'est la cloche. On va entendre la cloche retentir. On est toujours à 6, me semble-t-il. Sandrine Mido, Christophe Matra, Jean-Christophe Solius, Jérôme Pruvot, Thibaut Baillet et moi-même, naturellement. Et là, c'est là que tout va se jouer. On voit que les ombres sont de plus en plus rasantes au sol et j'aime beaucoup, parce qu'on arrive vers 17h ou un truc comme ça, et j'aime beaucoup ce moment parce que dans la vidéo, ça me permet de voir ce que je regarde et ce que je fais. En fait, en gros, même si on ne me voit pas dans la vidéo, parce que naturellement, ma caméra est sur mon vélo, eh bien, je peux quand même voir et vous montrer ce que je regarde et ce que je fais. Et vous allez voir, ça va être assez intéressant à regarder dans les derniers instants de la course. Et franchement, dans ce dernier tour, je vais tenter des trucs. Je vais tenter des petits trucs, mais des petits trucs un peu malins, un peu malicieux, un peu coquins, comme ce moment maintenant où je tente de partir en facteur. Malheureusement, on n'a pas les images de caméra arrière parce que la caméra arrière n'avait plus de batterie à ce moment-là. Du coup, on ne voit pas si j'ai creusé effectivement un écart ou pas. Il me semble que c'était plutôt pétard mouillé. De toute façon, globalement, quand je repasse en dessous les 300 watts, ça veut dire que je me suis rendu compte que tout le monde est au contact et ça sert à rien de trop se mettre la rate au courbouillon. Donc là, j'ai vraiment reconnu que mon attaque était toute pourrie et que ça servait absolument à rien de poursuivre. Mais je vais quand même tenter 2-3 petits trucs un peu malins, un peu filous, pour voir s'il n'y a pas moyen de ravir la victoire un peu gratuitement, en profitant d'un moment de flottement, etc. etc. Je vais recommencer ici en voyant Jean-Christophe Solius ici en blanc juste devant moi avec le vélo bleu clair, relancer un petit peu sur ce très léger faux plat qui précède le virage qui nous amène vers la ligne d'arrivée. Et là je me dis pourquoi est-ce que j'essaierais pas de jouer un petit peu du flottement qui est à chaque fois dans ce virage. Je vous l'avais montré dans une partie précédente de la vidéo. À chaque fois suite à ce virage là, il y a toujours un petit écart qui est formé. Et là, je me dis pourquoi pas retenter une aubepierre, refaire la même chose que ce que j'avais fait en avril 2019. Et je regarde derrière moi et je me dis pourquoi pas, c'est parti. Là, j'y vais, je me dis tiens, je vais essayer de me tirer. Et du coup, je mets un bon petit train en me disant peut-être bien que ça va le faire, peut-être bien que je vais faire comme aubepierre. Et je me dis pourquoi pas. Je regarde derrière moi et là, je comprends que en fait, tout le monde me suit. C'est complètement inutile ce que je fais. Que mes attaques sont pas assez franches, sont beaucoup trop molles, mais je pense qu'elles témoignent aussi de la fatigue que j'ai accumulée dans cette course. Et on arrive au 85e kilomètre, je peux vous dire qu'à ce moment-là, on n'en même pas large. Hein. On a juste envie que la course se termine, on a envie qu'elle se termine bien, on a envie qu'elle se termine avec un trophée, avec un bouquet, on a envie de tout péter, d'exploser de joie à ce moment-là. Et là, je me dis, mais, franchement, il reste 1 kilomètre, il reste même pas 1 kilomètre. Là, t'es dans les 6, t'es dans les 5 ou 6, tu vas faire une 6e place au pire. Et essaie quand même de te débrouiller pour accrocher la meilleure place possible. Et ça va se terminer au sprint, naturellement, ça va se terminer à la puissance brute, mais aussi au placement, à l'intelligence de course. Et je me dis, essaie de rester à l'avant de ce petit groupe, essaie de pas te faire piéger sur les accélérations éventuelles. Donc là, c'est Jean-Christophe Solius qui accélère. Là, je sens qu'il veut lancer le sprint, il lance le sprint, effectivement, on sent qu'il y a une volonté de faire accélérer le groupe, et je pense qu'il sait qu'il se sacrifie pour un vieux pote peut-être derrière qui l'emmènerait au sprint. Et à gauche, qu'est-ce qui se passe? Boum, c'est Jérôme Pruvot qui part extrêmement loin, c'est vraiment trop loin, c'est beaucoup trop loin pour moi, il part de 300 mètres. Je suis dépassé sur ma droite par Sandrine Mido, je suis absolument en survitesse, j'arrive même pas à me lever de ma selle, je suis complètement cuit, je ne peux même pas sprinter là, franchement, je suis juste oxy complet. La ligne d'arrivée est juste après, j'essaie de me décaler pour dépasser Sandrine, essayer d'accrocher une 2e place, mais ça ne fonctionne pas, je finis 3e, victoire de Jérôme Pruvot après 50 km dans l'échappée, une activité énorme dès le début de la course. On n'aura vraiment vu que lui, que nous finalement, et je trouve vraiment que c'est tout à fait mérité. Bravo à lui, franchement, la pêche, excellent. Bravo à Sandrine d'avoir pris la 2e place, et bravo à tous les vaillants qui auront été mes camarades d'échappée pendant plus de la moitié de la course en fait, pendant les 3/4 de la course. C'était vraiment un très bon souvenir, c'est pour ça que je voulais partager avec vous. C'était le 25 août 2019, la course d'Epizy, qui est un inédit de comment j'ai perdu la course saison 1, mais j'espère qu'on en reverra cette année. D'ailleurs, il me semble que en 2021, cette course sera également courue en 3e catégorie junior. Du coup, vous verrez peut-être à nouveau sur ce parcours cette année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez que je fasse d'autres commentaires de vidéos des saisons précédentes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en dessous.
Et d'ici à ce qu'on se recroise ici, dehors ou sur les réseaux, je vous dis allez, ciao!